Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette réaction de l'acteur de la société civile Nuhu Arzika relativement à la création d'un cadre pour un dialogue politique inclusif. Pour Nuhu Arzika, le format sous lequel le comité sera formé n'est pas conforme pour un dialogue inclusif digne de nom. On l'écoute. La formule que les gens utilisent en voulant considérer que c'est aux partis politiques, c'est eux qui sont concernés par des questions électorales, c'est eux qui sont appelés à être candidats, et donc par conséquent, c'est eux qui doivent venir et même discuter sur les modalités de comment ça va se faire. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de voix sont en train de s'élever pour protester et contester, parce que nous ne comprenons pas que le gouvernement accepte le principe d'un dialogue et qu'on veut inclusif, mais qui décide de mettre de côté des groupes importants ou qu'on les appelle même simplement pour de simples témoins. Imaginez aujourd'hui, on appelle les chefs traditionnels, on dit bon, ils sont là comme témoins. Et donc ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent même pas parler pour dire leur point de vue, eux qui sont des chefs traditionnels qui administrent le pays, qui surveillent les populations, qui gèrent d'une certaine manière les chefs religieux, tous les chefs religieux de toute nature, et aussi sont désignés comme témoins, simples témoins, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas prendre la parole pour dire leur point de vue sur quelque chose au regard de leur statut de religieux. C'est un problème national quand même. Si on veut que le dialogue réussisse, il faut qu'il soit un dialogue véritablement inclusif. L'inclusivité ne doit pas être regardée sous l'angle de la présence de quelques individus ou quelques personnes qui doivent être là parce qu'on considère qu'ils ont telle ou telle situation ou telle position. C'est pas ça, l'inclusivité nationale. L'inclusivité nationale, c'est l'association de tous les foyers d'énergie qu'il faut. C'est pour ça que vous avez entendu. Il y a eu des réactions, même au sein de groupes. On a dit majorité, opposition non affiliée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des élections, est-ce que véritablement un parti peut représenter un autre? Pour qu'on considère que c'est... Voilà pourquoi les gens sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ici, il y a du sérieux dans ça. Nous devons tous mettre de la présence et de la circonspection de manière à ce qu'on puisse être dans la position de nous engager résolument, véritablement, vers ce dialogue-là qui va permettre de pouvoir décanter un certain nombre de choses et de nous dire quand même les quatre vérités. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Il y a des fautes de part et d'autre. Et il faudra bien qu'on arrive à nous regarder les yeux dans les yeux et de nous le dire, et que le dialogue, à travers l'échange, qu'il permette de faire un dialogue franc et sincère, et au bout duquel on peut espérer un compromis, un consensus sur des questions importantes et qui permettront de pouvoir mettre le pays sur la voie de la solution idoine qui permet de prendre en charge les problèmes qu'on a devant nous. Nous avons dit aussi qu'il n'est pas pertinent de considérer qu'il faut simplement parler que des problèmes des élections. Parce qu'en fait, le problème des Nigériens aujourd'hui, je ne résume pas aux histoires des élections. Les Nigériens ont des problèmes hyper plus importants plus que ça. Parce que vous avez des problèmes de l'insécurité aujourd'hui qui est là. Et d'ailleurs, c'est autour d'elle-même que nous avons estimé qu'il y avait nécessité d'encourager les uns et les autres à accepter de se retrouver dans ce contexte de dialogue, dans ce cadre de dialogue, pour qu'il y ait un échange, y compris en appréciant cette situation de manière sérieuse, pour déboucher sur une sorte de prise de conscience collective de ce que représente le danger de cette insécurité qui est en train de se développer négativement dans notre pays, et puis se donner en même temps les moyens de faire en sorte qu'on puisse avoir un esprit d'union sacrée et autour de la gestion de ces problèmes de l'insécurité et au niveau de toutes les composantes de la nation, et aussi trouver les formules qui nous permettent de renforcer notre soutien à nos forces de défense et de sécurité pour une meilleure capacité d'action. Poursuite des travaux en séance plénière de la deuxième session de l'Assemblée nationale. Ce jeudi, ce sont 2 projets de loi qui ont été examinés et adoptés. C'était en présence du ministre de la Justice, Mourou Amadou. Le compte rendu. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière de l'Assemblée nationale, à savoir le projet de loi portant abrogation de la loi numéro 80-23 du 10 juillet 1980, modifiant la loi numéro 62-16 du 20 juillet 1962 portant organisation de la direction des greffes de la Cour d'appel,
des tribunaux de première instance, des sections des tribunaux et de justice de paix. Examiné et adopté avec 102 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et le second est le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, adopté avec 109 voix pour, 0 contre, 0 abstention. L'adoption de ces deux projets de loi a eu lieu en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a salué les députés pour ce vote unanime. Le ministre Mourou Amadou a expliqué l'importance de ces deux projets de loi. Le premier texte, vous savez qu'il abroge une ordonnance de 1980 qui attribuait au greffier en chef le pouvoir de percevoir et de gérer, comment on va dire ça, les frais de justice. Ceci était une anomalie, et à la fois par rapport à la loi de 1962 qui disait qu'il percevait pour le compte du Trésor, que de l'évolution tout simplement de la gestion des finances publiques, tant de par les directives de l'UEMOA que de nos propres lois internes. Et surtout de l'évolution institutionnelle qui a voulu l'instauration des régies financières au niveau des tribunaux. Par conséquent, nous venons mettre juste de l'ordre dans ces choses et je pense que c'est chose faite. Maintenant, le deuxième texte, il est tout aussi important parce que, comme vous le savez, depuis les indépendances jusqu'en 2018, il n'y avait que 2 cours d'appel à Niamey. Au point où il faut parcourir de Tawa à Niamey 400, 600 et quelques kilomètres pour venir défendre une petite affaire à Niamey et parcourir plus de 450 kilomètres d'Agadez à Zender pour aller défendre sa cause. Toutes ces choses étaient totalement inacceptables, mais ce qui était souhaitable de par la loi de 2018, du 1er juin 2018, sur l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, c'était qu'on puisse créer une cour d'appel dans chaque région. Évidemment, c'est en fonction des ressources humaines et des moyens que nous allons rendre effectives toutes ces cours d'appel. Mais en attendant, nous avons jugé nécessaire de rattacher le ressort d'Agadez et d'Arlit, il faut le dire très bien, à la cour d'appel d'Agadez. Nous la rattachons donc, le temps qu'elle soit effective, à la cour d'appel de Tawa, ce qui leur ferait gagner quand même quelques kilomètres, c'est pas beaucoup, mais surtout aussi pour une cohérence géographique et culturelle. Et je pense que c'est ça l'enjeu de cette loi et elle est essentielle. Elle fait passer donc les cours d'appel du Niger de 2 à 3. C'est insuffisant, mais c'est mieux. Ces réformes introduites dans le secteur de la justice permettent de rapprocher la justice des justiciables. Ouverture ce matin d'un atelier national de validation de la stratégie nationale de biosécurité organisé par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES. C'est le ministre directeur du cabinet du président de la République qui a présidé la cérémonie. Le compte-rendu de Nefis Zakou et Cheibou Guissou. Organisé par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES en collaboration avec l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD, cette cérémonie marque l'ouverture de l'atelier national de validation de la stratégie nationale de biosécurité. En effet, la stratégie nationale de biosécurité prend en compte la prévention de tous les risques biosécuritaires, y compris les risques biotechnologiques. L'atelier d'aujourd'hui a pour objectif de valider la stratégie nationale de biosécurité qui est issue d'un processus dont les travaux ont commencé il y a de cela 7 mois. Le travail accompli l'a été de manière inclusive et participative et traduit l'engagement des autorités nigériennes à apporter des réponses appropriées aux menaces et aux risques auxquels notre pays fait face dans le domaine de la biosécurité. Pour la SNB dont il est question aujourd'hui, permettez-moi de rappeler les principales articulations de son processus d'élaboration. Il vous souviendra que ce processus a démarré par un atelier de lancement des travaux qui a eu lieu le 12 avril dernier, suivi de la formation des experts points focaux à la méthodologie qui est conforme
au guide national d'élaboration des politiques et stratégies. Ces assises sur la biosécurité sont d'une importance capitale pour le Niger, comme en témoigne le représentant de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD de l'Afrique de l'Ouest. Le concept de biosécurité tel que élargi dans le cadre de la stratégie nationale de biosécurité du Niger reste d'une grande originalité et devra, j'en suis persuadé, pouvoir compléter utilement la biosécurité au sens du consensus international contenu dans le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Cela pour constituer donc un outil concret de sécurité et de développement socio-économique au profit du peuple nigérien. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre directeur du cabinet du président de la République a décliné la stratégie nationale de biosécurité. La stratégie nationale de biodiversité se décline en 2 programmes, 3 sous-programmes, 6 projets et 17 actions majeures. Elle prévoit pour le pilotage stratégique un comité interministériel de pilotage biosécuritaire et un secrétariat permanent biosécurité pour coordonner l'ensemble des programmes, sous-programmes et projets. À noter que cet atelier national sur la biosécurité, qui s'étalera sur une journée, prévoit l'élargissement du cadre juridique et institutionnel à tous les domaines de la biosécurité, de manière à ce que les Nigériens soient sécurisés sur tous les aliments qu'ils consomment. Contribuer à promouvoir la culture à travers un idéal de paix, de tolérance et de partage, c'est entre autres objectifs du festival BEFA qui est à sa 2e édition. Après Tillabéri en 2018, cette année, c'est la région de Difa qui est à l'honneur au musée Boubouhama où le patrimoine culturel de cette région est exposé sur l'initiative de l'ONG Al-Adoun Galgajia. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou. Cette région de Difa, déstabilisée par les attaques de Boko Haram depuis 2015, regorge d'importantes richesses culturelles. Un patrimoine culturel riche et diversifié qu'il faille promouvoir afin qu'il puisse véritablement contribuer au développement socio-économique des populations. L'un des objectifs de ce festival. L'objectif même visé à travers ce festival, c'est d'amener les Nigériens à s'approprier leur culture, les amener à réadapter tout ce qu'on a eu à délaisser concernant la culture, les amener à apprendre de la culture, à partager cette culture-là. Aujourd'hui, quand on parle de culture, on parle d'artisanat, on parle de tourisme, on parle aussi de ce volet en fait économique. Et l'idée est d'amener les Nigériens à apprendre en s'amusant, à vouloir connaître leur culture, à vouloir partager leur culture. Cette initiative est vivement saluée par les ressortissants de la région de Difa, car elle permettra de découvrir davantage la diversité et la multitude de son patrimoine culturel. Je suis le représentant du chef de canton de Bosso, situé à l'est de Difa. Les organisateurs nous ont fait honneur en nous adressant une invitation pour venir ici à Niamey spécialement pour ce festival. Ça nous va droit au cœur. Ici, nous avons découvert beaucoup d'objets de la région que nous ne connaissions pas. Je profite donc au nom de la population de Bosso pour remercier les organisateurs. C'est une initiative extrêmement importante. Vu le choix qui est porté à la région de Difa, vous savez très bien que depuis toutes ces années, Difa c'est une région très éprouvée du point de vue sécuritaire, humanitaire et tout, avec les attaques qui ont eu lieu. Ce sont des populations très éprouvées, la circulation des biens et des personnes est entravée. Cette initiative vient à point nommé, puisque ça permet au moins de faire comprendre à toute la population du Niger que cette région, elle est là, elle existe malgré la situation qu'elle vit, elle continue d'avancer à grands pas.
avec une diversité culturelle. Nous sommes vraiment très contents de cette belle initiative qui intervient dans un contexte où la situation sécuritaire n'est pas stable dans la région de Difa. Il y a beaucoup de choses de la région que je ne connaissais pas. Des expositions sur l'histoire des chefferies, les traditions culturelles et les objets d'art de la région ont été faites pour permettre aux visiteurs de mieux connaître la région de Difa, très riche également en ressources naturelles. Cérémonie d'installation du comité d'organisation de la 41e édition du Sabre national qui se tiendra à Maradi du 25 décembre 2019 au 3 janvier 2020. C'était ce matin au ministère de la Jeunesse. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Halidou Bouraima. À Petit-Labéry 2019, pour le Sabre national, c'est désormais Maradi qui accueillera la lutte traditionnelle 2020, la 41e édition, d'où la tenue de cette cérémonie d'installation du comité d'organisation du sport roi au Niger, édition 2020. Une cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette 41e édition se déroulera, Inch'Allah, du 25 décembre 2019 au 3 janvier 2020 à Maradi. La tâche à vous confier n'est pas du tout chose facile. Elle a besoin de votre part beaucoup de courage, de patience, de don de soi et de la tolérance. Votre tâche, dis-je, nécessite tantôt la rigueur, la fermeté, tantôt le discernement et de la souplesse. C'est pourquoi, en acceptant de siéger dans ce comité, vous devrez mesurer la teneur de votre mission et d'en être à la hauteur. Je ne doute point de vos compétences, encore moins de vos valeurs intrinsèques, mais je tenais tout simplement à vous le rappeler car une organisation bien faite laisse présager une réussite, un bon souvenir. C'est pourquoi toutes les dispositions sont prises pour une bonne réussite sur le plan technique, administratif et organisationnel. Aussi, je vous rappelle que le ministère avait demandé à toutes les régions de faire des éliminatoires et d'interner les lutteurs sélectionnés au moins 2 mois avant le début du Sabre national. Rendez-vous est ainsi pris à Maradi du 25 au 3 janvier 2020 pour voir qui sera le successeur de Isaka Isaka. Conférence débat organisée hier dans l'après-midi par l'association Niger USA Alumni Association au Centre culturel américain sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le résumé de cette conférence avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Comment promouvoir l'entrepreneuriat des diplômés déscolarisés et non scolarisés? C'est le thème central de cette conférence initiative du Niger USA Alumni Association en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette rencontre a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette jeunesse. On a compris qu'au Niger, les jeunes ne s'intéressaient pas à l'entrepreneuriat. Donc il y a une très faible participation des jeunes vers l'entrepreneuriat. Parce que si nous remarquons, plus de 50% des jeunes diplômés ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat. Or, le contexte dans lequel il faut forcément que chaque Nigérien puisse compter sur lui-même. Chaque Nigérien doit créer sa propre entreprise pour pouvoir se développer. Parce que la création de l'entreprise est une source d'innovation, une source de richesse. C'est pourquoi nous avons organisé ce panel afin que les jeunes puissent devenir des vrais entrepreneurs au Niger. C'est ça l'objet de notre panel aujourd'hui. La jeunesse nigérienne est représentée à plus de 15% de la population. Donc c'est cela que nous avons tenu compte des jeunes en termes milieu urbain comme en termes milieu rural, aussi les jeunes diplômés déscolarisés ou non scolarisés. Effectivement, nous avons convié 2 panélistes qui ont l'expérience, qui sont des experts en matière de l'entrepreneuriat des jeunes des femmes, pour venir exposer comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes diplômés, des jeunes déscolarisés ou des jeunes non scolarisés. Une initiative saluée par les participants qui en sortent plus édifiés sur l'entrepreneuriat des jeunes. D'abord, sur la qualité du panel, je pense que nous avons 2 panélistes qui maîtrisent bien le sujet
qui nous ont fait apprendre beaucoup de choses sur la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment les jeunes diplômés, les jeunes déscolarisés et non scolarisés. À la fin de toutes les interventions, moi je garde qu'il y a un travail à faire. D'abord sur un esprit d'entrepreneuriat à développer chez les jeunes Nigériens. Ensuite, que les ressources financières ne sont pas forcément la première ressource à chercher pour développer l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Enfin, l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis, M. John Down, réaffirme leur soutien au programme visant à améliorer la production agricole, la sécurité alimentaire, les soins de santé, l'éducation et la croissance économique. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Barre.